Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr. Key et je ne vais pas faire ce que j'avais prévu, à savoir vous parler des Further Adventures of Charlotte Pollard, pour la simple et bonne raison que finalement j'avais pas très envie de vous parler de 4 épisodes qui s'imbriquent dans la première saison et qui n'aborderont pas le sujet de l'Antitan. Finalement, nous allons faire ce que j'avais initialement prévu, à savoir parler de l'arc narratif de l'univers divergent, la saison 2 du 8e Docteur. Générique. Bien, maintenant que vous savez quel est le sujet de la vidéo, on va s'attarder un petit peu plus sur l'histoire de Paul McGann qui interprète le 8e Docteur. Issu d'une fratrie de 4, il fut le premier de ses frères à devenir acteur et a fait ses études théâtrales à l'Académie royale d'art dramatique britannique. Suite à la série Give Us a Break de Geoff McQueen, McGann devient célèbre avec son rôle de Percy Topless dans la série de la BBC The Monarch the Mutiner en 86. Aujourd'hui, il est surtout connu pour ses rôles dans Withnail et moi, dans Alien 3 et dans Doctor Who. Il a participé avec sa voix à pas mal de pièces radiophoniques, a joué dans la série Luther, et aujourd'hui il donne toujours de sa personne pour faire vivre son docteur chez Big Finish. L'arc narratif de l'univers divergent va des épisodes 52 à 55 et 61 à 64 de la main range de Big Finish et est donc, vous l'aurez deviné, étalé sur 8 récits. Nous retrouvons comme réalisateur de cette saison Gary Russell, qui est également à l'écriture aux côtés de Robert Sherman, de l'infâme Philip Martin, et vous comprendrez bientôt pourquoi je l'appelle ainsi, de Jim Mortimer, de Will Schindler, de Graham Duff, de Gary Hopkins, de Lloyd Rose et d'Alan Barnes. Maintenant que toute cette introduction est faite, on va pouvoir passer au résumé des épisodes. Accrochez-vous. Le premier épisode est Scherzo, et dans celui-ci nous retrouvons Charlie qui recherche le docteur dans le TARDIS et finit par le débusquer sous la console. Il a peur car le TARDIS est dans un nouvel univers et que le néant se cache derrière ses portes. Une brume noire s'engouffre dans la salle de la console et Charlie traîne le docteur pour les faire sortir. Là, il se retrouve dans un environnement où il ne voit rien car la lumière est trop forte et alors qu'ils se tiennent par la main, le TARDIS disparaît, les laissant seuls. Main dans la main et complètement aveuglés, le docteur et Charlie vont progresser en ce lieu inconnu et de temps en temps une sorte de créature sonore va leur rendre visite et celle-ci essaie de communiquer à partir des sons qu'elle a entendus depuis leur arrivée, imitant tantôt le son du TARDIS, tantôt la voix de Charlie qui chante Frère Jacques. Nos héros tombent aussi de temps à autre sur des cadavres sur lesquels ils n'ont d'autre choix que de se nourrir et chaque corps qu'ils croisent semble à un stade différent d'évolution. Et, le temps passant, ils vont réaliser que leurs mains qu'ils tenaient ont en réalité fusionné. Et en s'enfonçant l'un dans l'autre, s'il vous plaît ne riez pas, ils vont fusionner entre guillemets leurs sens et retrouver une acuité visuelle. Et c'est là qu'ils découvrent avec horreur qu'ils sont en réalité dans un tube, qu'ils marchent en boucle depuis un temps incalculable et que le corps qu'ils mangent est en fait le même qui évolue et qui a désormais le visage de Charlie. Ils en déduisent qu'ils sont le sujet d'une expérience qui les dépasse, probablement mise en place par les divergents, et que d'une façon ou d'une autre, le cadavre et la créature sonore sont une partie du résultat. Dans l'épisode suivant, The Creed of the Cromon, nos héros, s'étant échappés de l'expérience, vont faire la rencontre d'une créature psychique nommée le Croca. Ce tourmenteur invisible va envoyer le docteur et Charlie dans un espace nommé l'Interzone, qui, une fois traversé, les fait arriver sur une autre planète qui est assez désertique. Là, nos héros font la rencontre de Caris, un eutermisien qui est joué par Conrad Westmaas et qui est dans un sale état. Celui-ci dit que lui et son peuple ont été attaqués par les Cromon et qu'ils ont été soit tués, soit réduits en esclavage. Caris souhaite au moins sauver son épouse, Lyda, si c'est possible. Nos protagonistes, après s'être perdus dans une tempête de sable, vont se retrouver avec l'Orog, une sorte de taupe géante, et ils sont alors capturés par les Cromon et emmenés dans une de leurs sphères. Nos héros, après plusieurs péripéties, vont réussir à faire croire aux Cromon qu'ils sont sous leur influence et vont se mettre à chercher Lyda dans toute la sphère et découvrir qu'elle se cache au 5e niveau, qui est celui de l'accouplement.
Caris va arriver en premier sur les lieux et va voir sa femme complètement métamorphosée, transformée en reine Chromone encore à moitié Euthermisienne. Celle-ci va demander à son époux de l'achever car sa souffrance est insupportable. Ce qu'il va faire, les Chromones vont en avoir vent et vont décider de remplacer cette perte en utilisant Charlie comme nouvelle reine. La situation est absolument épouvantable, mais vous inquiétez pas, tout va bien se terminer, ce qui me fait détester cet épisode, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Ceci dit, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que dans cet univers, Caris, le Rogue ou les Chromones n'ont pas la notion de ce qu'est le temps. Nous arrivons maintenant à l'épisode The Natural History of Fear et je vais raconter très peu de choses dessus car s'il y a bien un épisode de la saison qui ne doit pas être spoilé, c'est celui-ci. Sachez seulement que c'est un gros trip entre Dark City d'Alex Proyas et 1984 de George Orwell. Ceci dit, je peux vous raconter que... Ici la voix de la Cité de Lumière. Bienvenue dans votre nouvelle journée de travail. Aujourd'hui est le jour de la grande productivité. Votre état vous aime. Le bonheur vient par l'acceptation et la productivité vient grâce au bonheur. Les questions sont interdites. Les questions mènent à des réponses. Les réponses mènent à la connaissance. La connaissance mène à la vérité mène à l'insatisfaction et l'insatisfaction mène au malheur. Les émissions d'infodivertissement vous apprennent ce que vous devez savoir. Les aventures du héros et de ses deux compagnons vous préparent à votre routine de travail quotidienne. Si vous remarquez un comportement illégal, signalez-le à votre conscience, suite à quoi vous serez amené à l'éditeur pour être révisé. Mais revenons à notre histoire avec l'épisode The Twilight Kingdom. Ce coup-ci, le Croca a décidé d'envoyer le docteur Caris et Charlie sur la planète Cetarus. Là, ils sont dans une espèce de jungle et alors qu'ils se séparent parce que c'est toujours une bonne idée, Charlie tombe sur un groupe de rebelles qui est traqué par une escouade de soldats qui, elle, va tomber sur le docteur et Caris. Les rebelles ont pour repère une gigantesque cave à l'intérieur de laquelle se cache leur leader, le Major Koff. Bien évidemment, tous les personnages vont se retrouver dans cette fameuse grotte, et c'est là que les choses se gâtent. Alors que les héros pédalent dans la semoule et ne parviennent à rien faire, quelque chose au fond de la grotte commence à sonder l'esprit du docteur et décide qu'elle peut l'utiliser à ses fins. Cependant, la chose rend également Charlie et Caris extrêmement nerveux, susceptibles, et ils perdent leur volonté et leur capacité de quitter la grotte, comme tout le monde. Toute la population rebelle est prise au piège depuis des années, sans se rendre compte qu'elle est retenue captive, et personne ne sait vraiment quel dessein poursuit le Major Koff. On passe maintenant à l'épisode Faith Stealer, où le Croca annonce au docteur que l'expérience d'aujourd'hui va porter sur la foi. Et à ces mots, Caris s'effondre, revivant dans son esprit le meurtre de sa femme Lyda, et il constate bien lui-même qu'il ne peut plus être aussi stoïque à ce sujet. Ils sont donc envoyés face aux portes de la cité du Multiparadis, un endroit qui accueille toutes les religions. Aux portes de la ville, Caris se présente comme un moine de la Fondation, et le docteur se rend compte qu'il a été un peu grossier de sa part de ne pas interroger Caris sur sa vie, ses goûts, sa pratique, car il ne sait presque rien de lui en dehors de ce qu'ils ont vécu. Le docteur et Charlie prétendent être des touristes, qu'ils vénèrent Caris et qu'ils commencent leur rituel en buvant du thé. Une fois dans la cité, alors que le docteur, accompagné de Charlie, poursuit les échos du Tardis qui se perdent çà et là, Caris trouve une religion très accueillante et douce qui se concentre sur le chant et la méditation. Et bien qu'il ne cherche pas à se convertir, il accueille leur atmosphère paisible et essaie à nouveau de se vider la tête. Cela se retourne contre lui lorsqu'un nouveau culte, les Lucidiens, avec à leur tête un dénommé Lan Carter, prend le contrôle de presque tout le multiparadis, vole le sommeil des gens, lave le cerveau de Caris et convainc presque le docteur que le Tardis est mort. Tout ça pour alimenter sa divinité miraculée. Nous arrivons à l'épisode The Last, où après avoir sauvé la cité du multiparadis, sauvé Caris et des faits miraculés, nos héros se retrouvent à nouveau dans l'interzone et le Croca tourmente le docteur en lui montrant des images de ses compagnons morts comme Katharina ou Adric, et puis il les expulse direction Bortrezoi. Un monde en ruine, et non pas une plage avec des coulées de lave comme le montre la couverture de l'épisode.
Le docteur et Charlie sont séparés de Caris à cause de tempêtes et d'effondrements de bâtiments, et le duo arrive dans un bunker où se trouvent les derniers survivants de Bortrezoy. Ici, la présidente, nommée Excelsior, est occupée à préparer son discours de victoire et à s'occuper de son maquillage. Les ministres ont décidé de ne pas lui dire qu'ils ont perdu la guerre et que les membres du gouvernement dans leur bunker sont à peu près les seuls survivants de la planète. Au lieu de cela, il prévoit de s'échapper de la planète en utilisant la dernière fusée restante. De son côté, Caris explore les ruines de Bortrezoy et va faire la connaissance de Requiem, un libraire qui aurait survécu au bombardement, et ils vont croiser ensemble plein d'autres personnes, mais ce que Caris ne sait pas encore, c'est qu'il est en réalité en présence des spectres des habitants de cette planète. Je vais être contraint de vous spoiler cet épisode car en fait, tous les personnages vont mourir les uns après les autres, les ministres, Excelsior, Charlie, Caris, ne laissant à la fin plus que le docteur dans la fusée qui va également mourir. Et celui-ci va en fait se réveiller dans une Bortrezoy en parfait état, avec tout son peuple, avec la dame Excelsior qui fait son discours de parade. Le docteur a à ses côtés Charlie et Caris, et c'est étrange, mais sur cette planète, quand tout le monde meurt, eh ben tout le monde revient à la vie après. Étrange. Mais bon bref, accélérons, on arrive à l'avant-dernier épisode de cette saison, Caerdroia. Dans l'interzone, le docteur feint d'être fatigué et fragile pour attirer le Croca à pénétrer son esprit, comme lors de leur première rencontre. Là, il le piège et le force à révéler où se trouvent ses maîtres, qu'ils pensent être les divergents depuis le début. Et le Croca révèle que ses maîtres se trouvent à Caerdroia, une forteresse qui est sur une planète et qui est partout. Le docteur le relâche et avec Charlie et Caris, il fuit au travers d'une nouvelle porte et débarque dans une prairie non loin d'un village, entouré par des vaches, et le docteur s'est divisé en trois, un rationnel, un lunatique et un désagréable. Lunatique part avec Caris pour explorer un jardin de curiosité, Désagréable part pour visiter un coucou géant avec Charlie dans un village, et Rationnel doit affronter l'administration des 12 travaux d'Astérix. Puis nos personnages vont tous se retrouver dans un labyrinthe qui est gardé par un minotaure. Ils vont être sauvés par un autochtone qui leur annonce qu'il a besoin de leur aide pour déverrouiller ce qu'il y a au centre du labyrinthe. Mais progressivement, chaque docteur va se rendre compte qu'ils sont manipulés en réalité par le Croca, qui a recréé une sorte d'univers basé sur la connaissance du monde des personnages qui sont en jeu, raison pour laquelle des éléments de notre univers, de notre planète, se retrouvent mélangés avec des monstruosités que Caris a pu connaître. Et le Croca essaye en fait de forcer le docteur à déverrouiller les portes du Tardis qui se trouvent au centre du labyrinthe, ce qui lui permettra de se racheter son erreur auprès de ses maîtres, erreur qui a été de donner trop d'informations au docteur. En s'approchant d'un astre bleu, le Tardis devient hors de contrôle et se crache. Caris et Charlie vont se réveiller entre les mains du Croca et de Rassilon, qui, individuellement, va tenter de les monter contre le docteur, en promettant à Caris de retrouver Lyda et en disant à Charlie que le docteur partira sans eux et que Zagreus, qui infectait l'organisme du docteur, l'a quitté dès qu'ils sont entrés dans cet univers. Relâchés dans la nature, nos héros se prennent la tête et alors que Caris s'éclipse, Charlie fait la rencontre de Dakar Keep, homme à la tête de l'église de la Fondation, dont fait partie le père de Caris qui l'accompagne et qui de son côté retrouve son fils et le torture pour lui rappeler sa religion où il faut guider les autres dans la prochaine vie, lui rappelant qu'avant son mariage avec Lyda, il a tué bon nombre de gens pour les y envoyer. Le docteur de son côté s'est retrouvé sur une plage et il porte autour du cou une pierre de lune que Caris lui a remis un peu plus tôt dans l'aventure. Il va être sauvé d'un crabe géant par une dénommée Perfection qui n'est autre que la femme de Dakar Keep, et quand ils vont aller au village où celui-ci se trouve, suite à des quiproquos et des péripéties, Dakar Keep va tous les deux les prendre en chasse. Suite à quoi celui-ci va tomber sur Charlie et il va expliquer à celle-ci, de même que Perfection va expliquer au docteur, de même que Guidance, le père de Caris, va expliquer à son fils, le fonctionnement de cet univers à la con. En fait, l'astre bleu sur lequel ils sont parcourt tout cet univers et sur son passage, il détruit pour faire repartir à zéro tous les mondes qu'il visite. Raison pour laquelle il n'est pas possible de voyager dans le temps dans cet univers. C'est une boucle temporelle qui recommence en permanence. Tous nos personnages vont se retrouver au lieu même où la fondation a été créée, cette religion, mais qui en fait a perdu son nom d'origine qui était Fonderie.
fonderie de Rassilon. Et celui-ci arrive à ce moment même, alors que Cary reprend la pierre de lune autour du cou du docteur et s'empare de celles de son père, qui sont en réalité les clés de la fonderie, qu'il remet à Rassilon, qui, je rappelle, lui a promis de lui permettre de retrouver Lyda. Ainsi, Rassilon, dans le TARDIS qu'il a piqué au docteur, je souligne, va plus avant dans la fonderie, alors que tous nos personnages commencent à le talonner et lui courent après. On apprend alors que Perfection est en réalité Zagreus, qui s'est bel et bien enfui dès le début, et que son mari Dakarkip est le résultat de l'expérience dans le tube à essai de Scherzo, qu'il s'est baladé dans cet univers, qu'il a absorbé les divergents. Dakarkip va alors annoncer à Rassilon, qui est sur le point de partir pour rejoindre son univers en profitant d'une convergence avec l'univers divergent, que celui-ci a en réalité effectué 83 boucles à l'intérieur de l'univers divergent et qu'il ne s'en était jamais souvenu. Mais celui-ci, il va lui laisser ses souvenirs, le pousser dans une faille pile avant la convergence et ajouter le croquet dans la soupe, ce qui fait qu'il va se retrouver dans le tube à essai du début avec le croquat. Zagreus est bel et bien déterminé à retourner dans le bon univers et va essayer de tuer Dakarkip. Et en entrant dans le TARDIS, celle-ci ne s'était pas rendu compte que Dakarkip avait pris la forme d'un TARDIS. Et pendant que les deux se battent, le docteur, Charlie et Cary vont pour monter dans leur TARDIS. Le docteur exige, après tout ce qui s'est passé, que les deux fassent la paix. Il n'en tient pas rigueur de la trahison de Cary, car celui-ci, après tout, l'a fait pour de nobles raisons, retrouver sa femme, que bien évidemment il n'allait jamais retrouver sinon en boucle et donc en la tuant encore et encore. Et donc nos personnages retournent dans l'univers du docteur et au premier endroit où ils atterrissent, ils sont accueillis par les Daleks et par Davros. Voilà, on l'a fait, c'est résumé. Ah mon dieu, ça va être un véritable plaisir quand il va falloir résumer des sagas entières de 16 épisodes ou plus. Bon, ceci dit, que dire de l'arc narratif de l'univers divergent? En ce qui me concerne, je l'aime bien, mais il est frustrant et ce à plusieurs niveaux. Je vais revenir sur le premier épisode, commençons par le début, Scherzo qui est une expérience à vivre, un épisode qui est particulièrement étrange et traumatisant, parce que c'est une masterclass entre guillemets, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, comme exemple de ce que le support audio pouvait promouvoir. Pendant une majorité de l'épisode, en fait, le spectateur est dans le même état que le docteur et Charlie. Il ne peut qu'entendre et ne voit rien, ce qui est génial. Cet épisode met les nerfs du docteur à vif, qui dans les 3 premières parties va reprocher quelque chose à Charlie, sur le fait qu'elle l'a trahi en le suivant, qu'il s'est sacrifié pour rien, qu'elle l'a privé de son droit à mourir seul, et c'est dans la douleur et l'emportement qu'il finit par lui dire qu'il l'aimait, qu'il l'aime, et qu'il est blessé de la savoir avec lui après son sacrifice. Cet épisode est super important pour le docteur et Charlie. Ça leur permet de se rendre compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre, qu'ils ont besoin de l'autre pour progresser. Et puis après arrive The Creed of the Cromon et là tu pètes un câble. Il a été écrit par Philip Martin, celui dont je me plaignais en début de vidéo, et qui est connu pour Vengeance on Varos et Mind Warp, qui est une des parties de Trial of the Time Lord. Des épisodes avec le 6e docteur qui inclut Seal. Cette grosse merde. Bon, déjà, l'épisode nous introduit un nouveau compagnon qui commence sur des chapeaux de roue en ayant tué sa femme. C'est osé. Malheureusement, en ce qui concerne le docteur et Charlie, oubliez l'épisode précédent, ça a servi à rien. Parce que clairement, leur relation est complètement mise de côté, niveau sentimental et tout. Non, on s'en fout. Quand Charlie est transformé en reine Cromon et que le docteur la découvre dans cet état, il te lâche un pauvre. Extrait. Charlotte. Look at her, Doctor. You've got to kill her. She is still Charlie. She's dying anyway. We must find a way to save her. Doctor, Charlotte is no more. But my poor Lyda. Doctor. She said doctor. That's what you want to hear. Wait. Yes, there might be a way to help her. There is only one way. Oruk, did you release your clan by feeding them the Salander antidote? Yes, Might it work for Charlie? we could try. I'd need to collect the roots and minerals. Let's get her down to the reservoir pool. Immerse her in water. Pray the Salander antidote will work on her. I'll try. I'll need... Oh, dearie dear. It's an ugly sight. Halt! Kill all the aliens! Set weapons, maximum force! I'm so sorry, Charlie. Stop! Mais sérieusement,
On a juste l'impression qu'il aurait eu la même réaction en ayant laissé moisir le linge dans le tambour de sa machine à laver. Je crois qu'il me faudrait une chemise hawaïenne jaune pour cette section. La pauvre, elle souffre, elle est dans un état pas possible. Ah oui, et Charlie est une victime à 2000% dans cet épisode. Oubliez le côté des brouillards, ça, c'est terminé, hein. En tout cas, pour cet épisode-là. Et finalement, t'as le docteur qui parvient à la sauver parce qu'il a tout compris au fonctionnement des mutations et des élixirs Chromone. Et c'est que là tu dis que c'est quand même vachement con parce que, s'il était arrivé plus tôt, ils auraient pu sauver Lyda et Kerry, ils auraient pas eu à la buter. Voilà, c'est délirant. Les sujets abordés par cet épisode sont graves et tu te retrouves avec un épisode qui est comme Alien, hein, avec une allégorie du viol, qui est traité comme un épisode générique et banal. Ce qui en fait, à mon sens, un très, très mauvais épisode. Pire que Minuet in Hell qui, je le rappelle, était destiné à des adultes de 15 ans. Il faut que vous sachiez quelque chose à propos de l'arc narratif de l'univers Divergent, c'est que celui-ci, à l'origine, devait être beaucoup plus long, voire peut-être même plus que la première saison. Certains concepts d'épisodes ont été gardés pour nourrir la saison 3, mais dans tous les cas, tout aurait mené à The Next Life. Tout ça pour dire que la construction de la saison, épisode en plus ou en moins, est assez particulière et déconcertante en fait. Notamment pour le personnage de Kerrys qui va quand même devoir attendre jusqu'à Faith Stealer pour avoir du développement de personnage. Et jusque là on se dit juste, ouais bon, il a l'air gentil mais il a buté sa femme. Ouais. Le retard qu'il y a concernant le développement de Kerrys s'explique par exemple par la présence de l'épisode The Natural History of Fear, qui est un excellent épisode où en fait un monde totalitaire, donc la Cité de Lumière, va s'effondrer car celle-ci aura voulu prendre la mémoire du docteur et essayer de la combiner à la routine de son peuple. L'épisode perd ses auditeurs par des conversations qui subitement deviennent des enregistrements que d'autres personnages écoutent, et si on est attentif, on peut entendre que l'éditeur, joué par Paul McGann, a plusieurs bras, et que les personnages qu'on entend ne sont pas le docteur, Charlie et Kerrys. Et c'est un excellent épisode, franchement, il est absolument génial, on se demande ce qui se passe du début à la fin, enfin quand on est attentif on peut se rendre compte de certaines choses, mais en fait il aurait pu se caler absolument n'importe où dans cet arc narratif, en vérité. C'est juste en fait le passage de nos héros qui a provoqué une révolution dans la Cité de Lumière, mais ça n'a aucun autre impact en fait sur l'histoire en vérité. Après The Natural History of Fear vient l'épisode The Twilight Kingdom qui du coup n'est pas très intéressant pour la simple et bonne raison que nos héros ont la personnalité qui est altérée, ils deviennent violents et Kerrys va même jusqu'à étrangler Charlie. Ce qui aurait pu être très intéressant justement si nos héros avaient développé quelque chose de fort entre eux. Mais puisque maintenant, la relation entre le docteur et Charlie n'est plus abordée et a l'air enterrée, et qu'à part le meurtre de sa femme, on ne sait pas grand chose de Kerrys, eh bien ce n'est pas très intéressant tout compte fait. Et du coup je trouve que cet épisode est assez mal placé dans la saison en fait. Il aurait dû être mis au moins après Faith Stealer. Faith Stealer justement où Kerrys est enfin développé, où on sent qu'il y a de la relation avec les autres personnages, notamment Charlie. Kerrys est traumatisé par la mort de Lyda et en cherchant à se soigner, paradoxalement, il va tomber dans un fanatisme religieux et il va se remettre justement à étrangler Charlie, sauf que ça a beaucoup plus d'impact que dans The Twilight Kingdom. Là où cet épisode est intéressant en termes de placement pour le final, c'est qu'il met en avant la malléabilité de l'esprit de Kerrys, malléabilité qui sera employée par Rassilon dans The Next Life. Donc voilà, Kerrys a du développement, c'est un personnage très intéressant, mais concernant les autres... Le docteur se concentre secrètement sur la traque de Rassilon. Charlie de son côté développe une amitié avec Kerrys, ce que le docteur a plus de mal à faire. En même temps, quand ton nouveau compagnon a refroidi sa femme, tu m'étonnes que l'ambiance ne soit pas chaude. Ceci dit, la relation entre Kerrys et Charlie lui tient à cœur, raison pour laquelle il exige qu'ils se pardonnent avant de revenir dans leur univers. Enfin, l'univers du docteur et de Charlie, parce que c'est pas celui de Kerrys, mais bon, je pense que vous avez compris.
Concernant le Croca, qui est joué par Stephen Perring, son travail était de guider le Docteur et Charlie et Caris au travers des divers mondes de l'univers divergent, car il était au service justement des divergents. Mais quand ceux-ci ont été absorbés par Dekarkip, il s'est retrouvé un nouveau maître en la présence de Rassilon, qu'il a tenté de doubler en voulant prendre le Tardis du Docteur dans Caerdroia et essayer de s'échapper de cet univers, la convergence approchant. Et finalement, il se retrouve avec Rassilon dans le tube à essai de Scherzo après avoir passé un portail. Et Rassilon fait toujours un antagoniste assez bien, en fait. L'interprétation de Don Warrington est excellente, je trouve. Il a un excellent charisme, il est arrogant, il est manipulateur, et sa chute, justement littérale, fait doublon avec celle qu'il y avait à la fin de Zagreus, où il était également poussé à travers un portail pour finir ailleurs. Le méchant se fait un peu humilier, mais ça reste quand même une défaite satisfaisante où Rassilon et le Croca vont continuer dans l'univers divergent, en boucle, encore et encore, indéfiniment. Prisonnier de cet univers à jamais. Mais vous inquiétez pas, je vous expliquerai comment ça se fait que Rassilon soit revenu et qu'il soit bel et bien là dans The End of Time. En conclusion, je dirais que l'arc narratif de l'univers divergent était bien, même s'il a des arrière-goûts de décousu, de pas fini, de choses mises sous le tapis. Et le personnage de Caris, bien qu'étant particulièrement intéressant et attachant au final, malgré ce qu'il peut faire, je regrette par opposition que la relation entre le Docteur et Charlie soit justement restée sous le tapis. Après, c'est logique de pas forcément s'étaler en sentiments en la présence de quelqu'un qui vient de tuer sa femme, mais bon, de discussion sur la relation entre Charlie et le Docteur, il n'y en a qu'une, elle est très brève et c'est dans Caerdroia. Génial, hein. Dans tous les cas, la saison 3 s'annonce explosive parce que visiblement, elle a commencé par une rencontre avec les Daleks et Davros. Moi, ça me tente, mais à 2000%. Enfin, je le sais, je l'ai déjà écouté. Mais avant de nous attaquer à cette saison 3, il va falloir à nouveau regarder, enfin plutôt écouter, les aventures de River Song, du Maître de la Guerre et aussi du 9e Docteur. Mais d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important.